Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec le Pool, la communauté de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Rennes-Saint-Malo. Et aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver Tanguy, qui est le cofondateur de Familéo. Salut Tanguy, comment tu vas ? Très bien, salut François. Très heureux de te recevoir dans le podcast. On va parler de ton parcours, de Familéo, de l'écosystème, enfin ça va être très cool. Et je commence toujours justement par le parcours et de me dire un peu dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Alors j'ai grandi dans un environnement d'entrepreneurs, parce qu'en fait mon père et ma mère ont tous les deux créé une entreprise de literie. Voilà. Ils ont un parcours, j'en parle rapidement parce qu'ils ont un parcours assez incroyable à mes yeux, dans le sens où ils ont commencé une première aventure entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné. Et suite à cet échec, ils ont décidé de se lancer dans 2 aventures entrepreneuriales simultanées en se disant qu'il y en a bien une qui fonctionnerait. Et effectivement, la literie, donc il y avait la literie, puis il y avait du décapage de métaux. La literie a pris le dessus et donc ils sont partis sur cette voie-là et ils ont bossé dans cette boîte pendant toute leur carrière professionnelle. Donc j'ai vraiment baigné dans cet univers-là, donc voilà, avec des parents qui bossaient pas mal, qui étaient très heureux de leur parcours, qui ont monté des usines, qui ont déployé un réseau de magasins. Et c'est sûr que voilà, on a souvent été sollicités pour des coups de main, pour aller, voilà, moi mes petits boulots d'étudiant, c'était d'aller vendre des sommiers, des matelas le samedi après-midi. Et voilà, donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Pour autant, je me suis pas dit que j'allais être chef d'entreprise plus que ça, mais c'est quand même quelque chose avec le recul qui m'a pas mal forgé. Ouais, t'as du coup baigné dans cet écosystème très tôt. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant d'entreprendre ? Alors du coup, j'ai fait plutôt des études de finance. Voilà, donc je suis d'abord parti dans de la finance, d'abord en salle de marché pendant 1 an et demi. Après, je trouvais qu'il me manquait un peu de concret pour moi, donc je suis parti en fusion-acquisition pendant quelques mois à Paris. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit qu'en fait, il me fallait vraiment encore plus du concret. Et donc j'ai rejoint en fait mes parents pour 2 ans, donc à Rennes, en consacrant 2 ans et en me disant on va voir si c'est ça qu'il faut que je reprenne. Voilà, est-ce que c'est mon projet ou pas ? J'ai bossé avec eux pendant 2 ans. Finalement, au bout de 2 ans, je me suis dit que c'était pas forcément ce projet-là qui m'allait. Donc je suis reparti plutôt en finance. J'ai d'abord cherché des jobs à Paris. Finalement, j'en ai trouvé un. J'y suis allé. Et puis en fait, au bout de quelques heures, je me suis dit que ça le faisait pas. Donc je suis reparti rechercher du boulot depuis Rennes. Et là, j'ai trouvé un job au sein du groupe Roulier. Voilà, qui est basé à Saint-Malo, dans l'agroalimentaire. Donc voilà, et donc je suis arrivé plutôt sur un job de finance, voilà, à côté du directeur financier du groupe, pour travailler sur des projets de rachat, voilà, globalement. Et puis j'étais un petit peu en charge des projets un peu spécifiques, qui rentraient pas spécifiquement dans des cases. Donc il y avait pas d'équipe de fusion-acquisition à proprement parler à cette époque-là. Donc voilà, donc je bossais sur ces projets-là, mais je bossais aussi sur des projets hyper intéressants de couverture de change, des projets qui rentraient pas forcément dans les cases de la direction financière de l'époque. Et donc voilà, donc c'était un super boulot, hyper varié, hyper transversal, dans lequel je me suis pas mal plu pendant quelques temps. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de salariat avant de te lancer ? Même si tu étais déjà sur des postes de management, de direction notamment ? Alors j'en retiens pas mal de choses. Alors au sein du groupe Roulier, j'ai beaucoup bougé. Donc c'est-à-dire que là, je suis rentré par la partie financière et puis après, j'ai migré progressivement vers des fonctions opérationnelles jusqu'à prendre la direction générale d'une entreprise de charcuterie. Voilà. La co-direction générale, parce qu'on était 2. Donc c'était une direction générale, un binôme qui a été assez marquant d'ailleurs pour l'histoire d'après de Familéo, on pourra en reparler. Donc j'ai retenu plein de choses. Déjà, j'ai eu la chance de voir Monsieur Roulier,
qui est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, de très charismatique. Le groupe Roulier, c'est quand même une histoire incroyable. Très donc c'est grande, sûr que voilà, donc voir ça de l'intérieur, ça parle, ça inspire aussi. c'est inspirant. Voilà, exactement. Je cherchais le mot, c'est exactement ça. C'est inspirant. Donc voilà, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai été très bien formé au sein du groupe. Donc j'ai eu la chance d'avoir toujours des chefs très sympas mais aussi très exigeants. Donc ça a été une super école sur plein de sujets, des sujets de finance, mais aussi des sujets de management, des sujets de rachat d'entreprise, de concentration, de plein de sujets. Voilà, ils me viennent pas tous en tête, mais ça a été vraiment très global comme formation, une super école, quoi. Je suis rentré au sein de la direction financière, je suis sorti 7 ans après, j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'étais DG d'une entreprise d'agro, donc voilà, avec une palette de métiers que j'ai pu faire entre-temps, qui a vraiment été hyper intéressante. Et donc voilà, donc c'était une bonne expérience, et c'est sûr qu'à la fin de mes 7 ans, je me suis dit que la graine de l'entrepreneuriat a commencé à germer, parce qu'en fait, cette expérience a été tellement riche, concentrée, que je me suis dit que je pouvais peut-être me lancer sur, au début, une reprise d'entreprise. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à étudier à la sortie de cette expérience. Voilà. Donc ça m'a vraiment guidé vers l'entrepreneuriat, et ça m'a fait prendre conscience que j'étais peut-être capable d'y arriver. De le faire. Voilà, de le faire. Comment est-ce que tu as switché justement sur le projet de Familéo, et comment tu as eu l'idée de créer Familéo? Alors, c'est un concours de circonstances incroyable, parce qu'en fait, relié à ta grand-mère, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Alors en fait, en quittant le groupe Roulier, j'étais d'abord focus sur du rachat d'entreprise. Donc et j'avais notamment un dossier qui m'intéressait bien dans le sud de la France, dans l'agroalimentaire, parce que c'était un peu mon domaine historique. Et en fait, pendant cette période, l'idée de Familéo est venue de manière assez simple, hein, parce qu'en fait, on avait une boucle WhatsApp qui tournait entre cousins. On était tous dedans, toute la famille, à l'exception de ma grand-mère. Voilà. Et donc on s'est dit, c'est quand même bien dommage qu'elle soit pas dans cette boucle WhatsApp. Donc dans un éclair de génie, on s'est dit, tiens, on va lui acheter une tablette, comme ça elle va pouvoir intégrer le groupe. Chose qu'on a faite. On avait le sentiment qu'elle utilisait sa tablette, qu'elle en était très contente, et qu'on avait gagné la partie. Et en fait, lors d'une visite, je me suis aperçu que la tablette était rangée dans le placard. Bien dans le placard, avec une petite couche de poussière dessus. Je me suis aperçu qu'en fait, elle osait pas trop nous dire qu'elle n'était pas à l'aise avec cette tablette. Et puis, elle m'a dit d'un air très nostalgique qu'elle regrettait énormément les lettres et les cartes postales qu'on pouvait lui envoyer avant. Voilà. Donc, je suis sorti de cette visite en me disant, nous, il nous faut du numérique, mais ma grand-mère et probablement beaucoup d'autres grands-parents, il leur faut un bon vieux support papier, tangible, voilà, avec toutes les vertus du papier. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc en fait, je suis sorti de cette visite avec cette idée-là. Mais au début, c'est qu'une idée, donc on se dit qu'est-ce qu'on en fait. J'en ai parlé à ma femme d'abord, qui a joué un gros rôle, parce qu'en fait, elle m'a dit, attends, ton idée, c'est pas si bête que ça. J'ai rencontré un ami qui montait une entreprise et qui était en train de faire un concours auprès de la BPI. Et donc en fait, je me suis dit, tiens, je vais peut-être candidater aussi. Donc c'était pour, je sais plus dans quel dispositif de la BPI c'était, mais ça a été l'occasion de formaliser tout ça. Et donc c'est vrai qu'en écrivant, les choses ont commencé à se mettre un petit peu en place, mais j'étais toujours à fond sur mon dossier de rachat. Voilà. Et donc en fait, je me disais, je sais pas trop en quoi en faire de ce truc-là. Je suis allé voir quand même 2-3 directeurs de maisons de retraite, quand même, pour vérifier que, et notamment la responsable du pôle de gériatrie de Saint-Malo, qui était une amie, et donc qui m'a dit à quel point le sujet était important en EHPAD. Donc j'avais quelques petits signes que l'idée peut-être méritait d'être creusée, mais j'étais une fois de plus très focus sur mon dossier de rachat. Et puis, créer, ça me paraissait complètement insurmontable. Je me disais, partir de zéro, c'est trop dur. Racheter, c'est quand même plus simple. Oui, ça te rassurait, en fait, de reprendre quelque chose d'existant. Exactement. Ouais. Voilà. Il y a une équipe en place, il y a quelque chose qui tourne. C'est pas la feuille blanche, quoi.
Et donc je me disais, au fond de moi, si je crée, il faut qu'on soit 2. Voilà, tout seul, c'est pas possible. Et puis j'avais toujours ce dossier de rachat qui me prenait 80% de mon esprit, quoi. Et puis un jour, en fait, j'ai rencontré mon associé, Armel de Lesquin. Voilà. D'abord dans le cadre d'un dîner, et puis après après j'ai essayé de renouveler des occasions de le voir pour le connaître un peu mieux, parce que je le connaissais pas beaucoup. Lui aussi, il était à la recherche d'un projet entrepreneurial. Il était très complémentaire de moi, et donc je retrouvais un petit peu le binôme que j'avais pu vivre dans mon histoire d'avant, au sein de au sein du groupe Roulier, quand je disais que j'étais en co-direction. Et je me suis dit, tiens, ça serait vraiment super si il était partant pour partir avec moi sur ce truc-là. Et donc un jour, je l'ai appelé. Donc je lui ai exposé l'idée. Voilà, je me rappelle très bien. C'était à Saint-Malo. Voilà, c'était voilà un chouette moment où je me retrouve à exposer mon conseil, l'idée face à Armel, et qui a été assez incroyable d'ailleurs, Armel, parce qu'en fait il terminait une première aventure entrepreneuriale, et voilà, il m'a écouté. Je lui ai donné le dossier que j'avais rédigé pour la BPI, puis le lendemain matin il m'a dit, écoute, carrément, on peut y consacrer un peu de temps tous les deux, et puis on verra bien ce que ça donnera. Et il a eu ce cran justement de repartir sur un autre projet entrepreneurial alors que le premier était en train de s'éteindre, quoi. Donc ça c'est sans transition. Sans transition, voilà. Donc super. Donc costaud, voilà. Et en fait, du coup, ce qui a été vraiment super dans cette histoire-là, c'est qu'on avait quand même tous les deux des projets, j'ai envie de dire, dominants, qui n'étaient pas celui de Familéo. Donc moi, j'étais toujours sur mon dossier de rachat. Armel, il était aussi sur d'autres projets. Sa femme monte un cabinet d'architectes. Ils avaient aussi l'envie de partir au Canada. Voilà, il y avait quand même d'autres trucs. Mais on s'est dit, tiens, on va y consacrer un petit peu de temps tous les deux, peut-être une journée par semaine. On va voir un petit peu si le projet a du sens. Et puis, on va apprendre à se connaître. Et on va y aller tranquille. Et puis, on verra ce qui en sortira. Et je pense que justement, cette tranquillité, cette liberté, ce côté un peu détaché, a été très sain pour le projet, parce qu'en fait, il a pris de la puissance de lui-même. Donc en fait, on a passé vachement de temps dans les maisons de retraite. On s'est dit qu'on n'était pas des experts, donc on s'est dit il faut vraiment qu'on aille sur le terrain pour se faire des convictions. Donc on a passé notre temps dans les maisons de retraite. On a vu ces directeurs qui nous ont à chaque fois fait des retours assez positifs. Et puis on a aussi appris à se connaître tous les deux. Et voilà, et au début on y a passé une journée par semaine, puis 2, puis 3, puis 4. Puis à un moment on s'est dit... on y passe tellement de temps, les retours sont tellement bons à 100%, qu'on va se lancer. Voilà. Et donc en juin 2014, on a pris la décision d'arrêter tout le reste et de se lancer à 100% sur le projet. Ok, super intéressant. Ça s'est fait très, très naturellement au final. Ouais. Vous n'êtes pas mis à 100% dessus, mais progressivement, en voyant les intérêts de ce projet et les besoins aussi autour de ce projet. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est justement Familéo ? Donc il y a cet aspect digital et cet aspect physique, papier. Est-ce que tu peux me présenter Familéo ? Alors en fait c'est une solution qui a été créée pour dynamiser les échanges entre les enfants, les petits-enfants et leurs grands-parents. Donc de manière très concrète, c'est une application mobile que toute la famille va pouvoir télécharger. Il y a quelqu'un qui va prendre la décision de s'inscrire, qui va après transmettre un code aux autres membres de sa famille. Grâce à ce code, tout le monde va pouvoir se retrouver sur un compte commun. Et là, chacun va pouvoir poster des messages à l'intention de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents. Et ces messages, en fait, à la fin du mois, vont se retrouver mis en page de manière automatique sous la forme d'un petit journal papier qui va ensuite être imprimé et envoyé du coup au domicile des bénéficiaires, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Voilà. Petite gazette. Voilà, exactement, cette petite gazette. Super. Donc c'est une solution qui présente différents avantages. Le premier, c'est de pouvoir écrire en quelques secondes à ses grands-parents ou à ses arrière-grands-parents. Voilà. Avec un impact, nous, qui nous sidère toujours, c'est-à-dire l'impact, il est vraiment considérable. Voilà, on n'imaginait pas à quel point ça allait faire plaisir de recevoir des photos de ses enfants et de ses petits-enfants. On le savait, mais on l'a vu, on a vu de nombreux grands-parents prendre ces gazettes de temps en temps en pleurer, parce qu'en fait ça remet une dynamique familiale qui a tant d'importance pour nos aînés. Donc ça c'est le premier gros bénéfice de Familéo. Et le deuxième gros bénéfice, c'est qu'en fait ça va aussi permettre à la famille de se retrouver en fait autour de ses grands-parents. Et donc quand moi je vais poster un message à l'intention de ma grand-mère par exemple, le message il va aussi être posté sur un mur familial.
et chacun va pouvoir voir, mes frères, mes cousins, mes parents vont pouvoir voir ce que j'ai envoyé. Et donc ça va aussi créer une dynamique familiale. Tous les messages sont à l'attention des grands-parents, mais chacun va pouvoir s'enrichir des messages envoyés par les uns et les autres. Et ça crée tout un historique aussi. Exactement. Ouais. Enfin, sur plusieurs mois, plusieurs années, un historique qui va marquer finalement l'histoire de la famille. Ouais, voilà, c'est vraiment les chroniques familiales du quotidien. L'idée, c'est de poster des choses toutes simples. Pas besoin d'aller au Machu Picchu pour envoyer une photo, mais de pouvoir, un beau gâteau, un dessin, des enfants, c'est vraiment le partage du quotidien. Et effectivement, au fil du temps, c'est assez chouette de voir que voilà, ça retrace un petit peu l'histoire de la famille au sens large. Et d'ailleurs, on a développé des choses pour permettre à chacun des membres de la famille justement de pouvoir en bénéficier aussi de manière sur un support papier. On a développé des petits albums qui permettent en quelques clics de récupérer tout l'historique des gazettes de l'année 2018, 2019, 2020, 2021. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était vraiment les chroniques de la famille et que tout le monde était content de les relire. Même si c'est des messages qui sont à l'attention des grands-parents, ça retrace quand même la vie des enfants, des petits-enfants. Les moments marquants. Et les moments sympas et marquants. Ouais, okay. Exactement. Super. Comment est-ce que vous avez développé la solution au sein des premiers EHPAD ? Comment ça s'est passé justement le contact avec les premières personnes âgées, les premières familles, les premiers EHPAD ? Alors en fait, comme je disais tout à l'heure avec Armel, quand on a décidé de se lancer, en fait pour travailler le projet, on a vraiment eu une approche très terrain. Donc on n'était pas du tout du secteur, ni lui ni moi. Et on s'est dit, la vérité vient du terrain. Donc prenons notre voiture et allons sur place. Donc on a rencontré de très nombreux directeurs de maisons de retraite, animateurs, psychologues et autres. Et c'est vraiment des gens qui nous ont énormément aidés dans toute la maturation du projet, qui nous ont aidés à affiner de nombreux aspects du fonctionnel et qui nous ont aussi permis d'avoir un peu une première base d'utilisateurs clients. Voilà. Et donc voilà. Donc nos premiers contacts ont vraiment été avec ces personnes-là, mais avant même que le produit ne sorte. Et puis une fois que la première version du produit a été mise au point, ils nous ont permis de la tester de manière très concrète, voilà. Et puis voilà, puis avec des vraies familles à la clé, mais dans un univers un peu, un environnement assez bienveillant, voilà, et en mode assez, on restait encore à l'écoute avec des choses à affiner, quoi. Donc ça a vraiment été une approche assez progressive, très enrichissante, très bienveillante, et puis ô combien utile, parce que toute cette période-là a vraiment construit l'ADN du produit, et c'est assez hallucinant de voir que 7 ans après, on est encore en train de mettre en place des choses qui nous avaient été soufflées à l'oreille à cette époque-là. Et clairement, la méthode terrain, aujourd'hui, je pense, la meilleure méthode pour bien comprendre son marché, bien comprendre ses futurs utilisateurs. Enfin, je pense, quand on crée une start-up, on est obligé de passer par là, et je pense que c'est le meilleur moyen de créer le meilleur produit, en fait. Complètement. Complètement. C'est marrant parce que souvent on nous demande des conseils sur Familéo ou des conseils, en tout cas des retours d'expérience, et en fait le seul, à nos yeux, le seul qui soit vraiment universel, c'est ça. Je suis bien d'accord. C'est le terrain, les utilisateurs, les clients, les prospects, aller les voir, parler. C'est dur. Moi, je me rappelle très bien, la première maison de retraite qu'on est allé voir, on bafouille, on n'est pas au clair on ne sait pas comment expliquer son truc. Ouais. Mais c'est aussi un exercice de verbalisation qui est hyper important. Et puis, c'est la vraie vie. Donc, je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut garder à l'esprit. En tout cas, nous, qui nous a énormément servi, quoi. Ouais, super. Maintenant, on va parler un peu du papier, de cette gazette. Comment est-ce que vous les imprimez ? Comment ça se passe ? Toute cette partie logistique. Donc en fait, on a deux modèles. On a un modèle auprès des maisons de retraite, un modèle B2B, où là, ça va être les maisons de retraite qui vont imprimer les gazettes pour les transmettre aux résidents. Voilà. Et on a un modèle B2C, où là, pour le coup, c'est compris dans le service de recevoir sa gazette imprimée dans la boîte aux lettres de ses grands-parents. Donc là, en fait, on a monté un partenariat avec une entreprise adaptée qui s'appelle Endirect. Endirect, H-A-N-D-I. Voilà. Donc, il fait travailler des personnes en situation de handicap. Et donc, Endirect va récupérer toutes nos gazettes la nuit du dimanche au lundi. Voilà. Donc là, ils sont en train de récupérer tout ça, quoi. Ils ont même, c'est arrivé cette nuit sur leur
chez eux et après ils vont être en charge de les imprimer, de les affranchir et de les mettre sous pli, de les affranchir et de les envoyer d'une manière assez en fait de gérer aussi le routage parce qu'en fait c'est aussi un gros sujet chez nous. L'idée étant d'optimiser le plus possible, le mieux possible, les coûts d'affranchissement qu'on peut avoir, qui sont assez importants. Et donc il y a une grande même technicité de leur part pour justement accompagner tout ça et faire en sorte qu'on puisse bénéficier des meilleurs tarifs postaux. Voilà. Donc il y a un impact social de A à Z en fait sur toute la ligne. Exactement, exactement. Là on est hyper content de ce partenariat. C'est vraiment une superbe cerise sur le gâteau pour nous. Parce qu'effectivement, on a vraiment monté un partenariat qui a du sens d'un point de vue au niveau des valeurs, mais également au niveau de l'exécution qu'ils peuvent apporter à ce projet, parce qu'ils le font hyper bien, dans les temps, avec des prix de marché, et avec puis avec tous les beaux côtés d'un partenariat qu'on peut imaginer, avec vraiment des relations qui sont créées au fil du temps avec eux. C'est vraiment une chouette histoire qu'on est hyper content de continuer à vivre avec eux. Et ils ont été aussi très bons parce que dès le début, ils nous ont fait confiance alors qu'on allait les voir avec un projet dont on connaissait pas du tout l'ampleur à venir. Et donc, ils ont été OK pour mettre en place des choses pour imprimer au début 2 gazettes. Et puis ils ont très bien accompagné la croissance qu'on a pu avoir et aujourd'hui c'est 8 agences en France qui s'occupent de l'impression de nos gazettes toutes les semaines. C'est parti de Rennes et puis après petit à petit on a décliné ça sur d'autres agences parce qu'en fait en direct c'est un réseau d'agences. Donc il y en a une vingtaine en France et donc au fur et à mesure que le nombre de gazettes grossit, on déclenche des nouvelles agences en leur demandant d'acquérir une presse numérique et de pouvoir consacrer l'intégralité des capacités de cette presse à l'impression de nos gazettes. Voilà. J'ai parlé d'impact social. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre impact. Alors, est-ce qu'il a été positif ou négatif? Ça, on le verra avec toi. Mais quel a été l'impact de la pandémie sur le business de Familéo? Alors l'impact de la pandémie, il a été, c'est sûr qu'en fait durant la pandémie, on a eu une utilité qui était encore plus forte. Donc donc c'est sûr que ça a encore plus révélé l'intérêt de la solution. Exactement. Ça a renforcé encore plus l'intérêt de la solution, que ce soit au sein des maisons de retraite ou que ce soit au sein des particuliers. Donc ça a été une période très dense pour nous parce que il a fallu accompagner tout ça donc au niveau du support client pour des maisons de retraite qui ont souscrit pour permettre une solution aux familles de communication et puis on a aussi déployé des fonctionnalités qu'on n'aurait jamais imaginé déployer mais dans le contexte de la pandémie les choses étaient différentes. Et on a notamment mis en place une génération quotidienne des gazettes au sein des maisons de retraite parce qu'en fait on avait de nombreux directeurs qui nous disaient mais nos gazettes en maison de retraite c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépend en fait des fréquences. Et là on avait des directeurs qui nous disaient mais c'est trop long, il nous faut ça tous les jours. Et donc donc du coup on a déployé ça le plus vite possible tout en essayant de le faire bien parce qu'il fallait derrière prévenir les familles c'est pas que changer la fréquence de génération, c'est d'accompagner tout ça pour que les utilisateurs aussi soient pas perdus. Mais donc c'est une bonne illustration d'une adaptation qu'on a essayé de mettre en place et d'une fonctionnalité qu'on n'aurait jamais imaginé déployer mais qui dans le cas concret du Covid était utile d'une évolution adaptée au contexte. Exactement. Okay. Super intéressant. J'aimerais aussi parler d'un fonds de dotation que vous avez créé récemment, si je dis pas de bêtises, en 2021, l'année dernière. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais. C'est vrai que c'est en fait ce projet Familéo, il y a ce qui est génial dedans, c'est qu'il y a un côté entrepreneurial. Et puis il y a un côté social évidemment, qui nous tient énormément à cœur avec Armel et puis toute l'équipe de la même manière. C'est dans la continuité de l'impact voulu. Ouais. Et oui, donc en fait on est dans cet univers-là. On a passé beaucoup de temps dans les maisons de retraite. On a été très touchés par tout ce qu'on a vu. Et avec Armel, au tout début, on s'est dit si ça marche. Il faudra qu'on réfléchisse à la distribution de la richesse que pourra générer cette entreprise. Donc
très vite, c'est là où c'est super l'association, parce qu'en fait, on s'est vraiment très vite aligné sur nos valeurs fondamentales, qui étaient les mêmes. Et donc, on s'est très vite retrouvé là-dedans. Et donc, on avait ça en tête depuis le tout début. On a attendu que l'entreprise soit rentable avant de le créer, parce que sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Chose qu'on a faite, du coup, en 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de redistribuer une partie du résultat de l'entreprise à des projets qui œuvrent soit dans l'univers des personnes âgées, soit dans l'univers du handicap. Voilà. Donc, on est en train de... Donc, le fonds a été créé. La structure a été créée, la fondation a été créée, puis maintenant on est en train de mettre en place toute une organisation en interne. Donc il y a nous deux, Armel et moi, mais il y a aussi une partie de l'équipe qui est là du coup pour réfléchir à la manière dont on va orchestrer tout ça, dont on va cibler un petit peu les rayons d'action, dont on va comment est-ce qu'on va construire un petit peu la dynamique pour pouvoir sélectionner les projets et après puis idéalement après les suivre. Donc tout ça c'est en construction, c'est hyper intéressant et puis ça rajoute vraiment une dynamique nouvelle à l'intérêt de développer Familéo, parce qu'en fait ça va aussi bénéficier à ces projets-là. Donc c'est un chouette projet. On est ravis avec Armel d'avoir pu le concrétiser et puis d'y embarquer aussi des personnes de l'équipe, c'est super quoi. J'ai 2 dernières questions pour toi sur Familéo. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres ? Alors pas financiers, mais combien de personnes utilisent Familéo ? Enfin, tu vois, combien vous êtes aussi chez Familéo aujourd'hui ? Et puis tout ce qui va être les objectifs futurs pour Familéo dans les prochains mois, les prochaines années. Je sais que vous êtes lancé à l'international aussi ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que tu peux me parler de tout ça, tu vois ? Ouais. Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 50, du coup. Alors après, les chiffres clés, je pense qu'à la fin de l'année, il y aura à peu près 200 000 familles utilisatrices de Familéo. Ça représentera un peu moins d'1,5 million de personnes qui utilisent Familéo de manière récurrente, tous les mois. Donc en gros, 1,5 million d'enfants et de petits-enfants qui postent tous les mois des messages pour 200 000 grands-parents. Voilà, c'est à peu près ça Génial. Les chiffres. Et après, la suite de l'histoire. Alors on n'a pas d'objectif à proprement parler chiffré quand on en a, mais quoi. On navigue pas trop avec ça en fait. On se dit de toute façon que le besoin il est important, donc on continue et on a le sentiment qu'on peut encore faire beaucoup de choses, à la fois en France et également à l'étranger. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc du coup effectivement on a aussi lancé des actions à l'étranger. Donc on a monté une première équipe à Barcelone. Et on a aussi déployé des actions au Royaume-Uni et aux États-Unis, et notamment à Boston, où est parti donc Armel, pour mettre en place les choses là-bas et déployer une équipe qui, et aujourd'hui ils sont déjà 3. Donc c'est un sujet qui ne touche pas que la France. Non. Il y a d'autres pays et d'autres marchés qui sont touchés par ça, et c'est clair que je pense qu'il y a de forts intérêts sur ces marchés-là, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est un besoin assez universel à ce qu'on voit. Donc voilà. Puis la chance qu'on a en fait la chance qu'on a un petit peu dans notre modèle, c'est de pouvoir à l'étranger déployer d'abord sous un angle B2B, donc auprès des maisons de retraite, ce qui est un bon moyen en fait pour y aller de manière assez raisonnable, avec du coup des personnes qui vont aller visiter des maisons de retraite, qui vont faire des salons et pour toucher des établissements. Il va y avoir des familles derrière qui vont l'utiliser. Ça va être un bon observatoire aussi pour voir si l'usage est vraiment là. Et après si les signaux aussi sont bons, l'idée c'est d'enclencher potentiellement du coup une action en B2C, comme on a pu le faire en France en fait de manière assez progressive et assez j'ai envie de dire progressive et pragmatique. Voilà, c'est un petit Exactement. peu ça. Ouais. On va pouvoir passer à la partie bilan avec 2 petites questions sur cette aventure. La première, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure entrepreneuriale ? Alors moi je dirais que le plus dur, c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas, c'est le produit. Je m'attendais pas à ce que ça soit si dur que ça, de faire la partie technique. Un produit qui marche,
qui est compris par les gens, qui est simple à comprendre et voilà, et qui fonctionne. Donc, et qui évolue constamment. Et ça, c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait, faudrait qu'on ressorte nos BP de l'époque avec Armel, mais on se disait, bon, la partie technique, voilà, on fait le truc et puis après, ça tourne, quoi. Et, la V1, voilà, s'il vous plaît. Voilà, il y a un gros coup de collier et puis après, c'est bon, quoi. Et voilà, et en fait, on connaissait pas du tout la manière dont ça fonctionne. Et donc, ça a été, voilà, en fait, c'est dur, mais après, c'est aussi normal, hein, voilà, sortir un produit, c'est dur, quel que soit, en fait, que ce soit du digital ou pas du digital. C'est toujours compliqué de faire un produit qui corresponde à un besoin et que les gens captent et s'approprient. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai adoré aussi parce que je trouve ça passionnant, mais qui demande vraiment une énergie forte et puis un peu un discernement de chaque instant pour savoir si ça c'est utile, ça c'est pas utile, ça c'est trop, ça casse la simplicité, est-ce que c'est vraiment attendu, voilà, l'idée c'est aussi de pas faire que des idées qui paraissent bien mais de les confronter. Donc là on continue à faire beaucoup de questionnaires auprès de nos utilisateurs pour leur demander vraiment ce qui est utile ou pas, voilà, et donc pour avoir cette approche en fait qui correspond voilà, cette approche pragmatique de sortir des fonctionnalités qui correspondent vraiment à une attente, quoi. Voilà, donc ça c'est une grande leçon, cette partie produit. Il fallait que j'en sorte 2, c'est ça ? Non, une seule. Bah voilà. Voilà, en tout cas, dans les difficultés, dans les choses, ouais, si. Ouais. Ok. Ouais. Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? 7-8 ans après. Il y a plein de choses. Après, je pense qu'au quotidien, ça serait surtout d'un point de vue humain, je pense, très heureux de l'association. Voilà, ça c'est quand même quand ça se passe bien, c'est quand même trop bien. C'est quand même trop bien parce qu'en fait on est quand même 2 fois plus fort à plein d'égards, voilà, à la fois dans nos compétences natives mais aussi dans les hauts et les bas qu'on peut avoir en termes de motivation, d'énergie et autres. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis l'association, et puis j'étendrai aussi globalement du coup à l'équipe parce qu'en fait c'est vraiment il y a évidemment la grande satisfaction du projet Familéo d'un point de vue social, donc ça c'est sûr, mais donc on la vit et tout ça, mais au quotidien il y a aussi la grande satisfaction d'avoir de voir cette équipe qui a grandi en nombre, en qualité, en compétences, avec une ambiance qui se met en place, avec plein de belles choses de collaboration, de bienveillance, voilà, tout ça c'est quand même canon et c'est en tout cas c'est en tant qu'entrepreneur c'est une vraie satisfaction, quoi. Ouais. C'est un point qui revient très souvent en réponse à cette question, l'équipe et l'association, justement, quand il y a 2 entrepreneurs. C'est déjà revenu, je crois, 2 fois dans la série du pool. Ouais, c'est excellent. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir cette typologie de réponse. On est dans une série en collaboration avec le pool et du coup on a une partie qui est dédiée à l'écosystème, au territoire. Et j'ai pour toi quelques questions. La première, c'est quels sont les avantages d'être à Saint-Malo pour innover pour une start-up ? Bon, Saint-Malo, c'est quand même un cadre de dingue. Voilà. Donc la ville est canon. Je pense que c'est vraiment un point commun de tous ceux qui bossent dans notre boîte, mais généralement de beaucoup de personnes qui habitent à Saint-Malo, c'est qu'en fait, être à Saint-Malo, c'est un peu un choix. On y est parce qu'on adore le coin. Et du coup, il y a une espèce de petite passion commune sur le territoire qui est quand même assez chouette. Et qui donne vraiment une saveur additionnelle, je trouve, au fait, au fait d'être là tous ensemble dans cette ville, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point positif, et c'est vrai que ça participe, je pense, à une ambiance globale qui est à mes yeux, qui est quand même assez sympa, notamment parce qu'on est dans ce très beau coin-là. Donc voilà, donc après, et ça rejoint évidemment la vie d'une entreprise parce que c'est important que les salariés se sentent bien, c'est important qu'ils restent aussi dans cette entreprise
pour plein de raisons, mais aussi pour cette raison-là. Le cadre est important. Voilà, le cadre est quand même un point qui est important, et encore plus aujourd'hui que ça ne l'était il y a 5 ans, je pense. Donc ça, c'est quand même un point qui est fort. Saint-Malo, c'est quand même, voilà, c'est super aussi parce que c'est quand même pas très loin de Paris. Combien de fois on a pris le train, mais même maintenant pour la journée, pour se faire des déplacements et autres. Donc on n'est pas du tout coupé de la possibilité d'aller à Paris de manière assez facile. Donc et puis ça vous a pas empêché de grandir et de partir à l'international. Voilà, exactement. Donc ça se fait quand même globalement bien, même si le matin on se lève tôt et à chaque fois on dit qu'est-ce que c'est tôt, mais en fait ça le fait quand même. On peut être à Montparnasse à 9h, et après on déroule sa journée et on peut rentrer le soir, il n'y a pas de problème. Après il y a évidemment tout l'écosystème qui est super. On y reviendra, qui est très riche, donc dont on bénéficie à Saint-Malo. Donc on pourra y revenir après, mais c'est vrai que nous ça a été assez déterminant dans toute la construction du projet, et puis après aussi maintenant. Mais ça c'est vraiment un point très positif. Et puis je rajouterais aussi un autre point, mais qui rejoint peut-être le point du début, c'est qu'en fait Saint-Malo, en fait, c'est marrant parce qu'en fait dans de nombreux rendez-vous pro, quand vous dites que vous venez de Saint-Malo, une fois sur deux, on parle du coin en fait. Une fois sur deux, on est face à des gens qui disent « Ah ouais, tiens, moi j'étais machin, je connais bien, j'étais à Saint-Jacques, machin, où je passe des vacances, machin. » Là. C'est quand même un endroit que beaucoup de gens connaissent, qui évoque des vacances, qui évoque plein de souvenirs sympas pour les gens. Et donc, c'est souvent une bonne occasion de sortir un peu des discussions pro, de sortir du cadre et de parler de voile, de plein de trucs, de machin, voilà. Et ça rajoute tout de suite en fait une ambiance assez particulière à ces discussions. Et plusieurs fois, on s'est dit tiens, c'est vrai que c'est cool d'avoir cette petite étiquette de Malouin derrière nous. Ouais. La deuxième question, c'est est-ce que tu as une anecdote reliée à la ville et à ton business ? Il y en a une là qui me vient à l'esprit, qui est marrante. C'est ce que je disais. Je crois que c'est la première fois où on allait voir un directeur de maison de retraite pour lui expliquer un projet qui était encore un peu bancal, qui était encore pas mal bancal. Et je crois que la personne n'a pas compris ce qu'on voulait dire. Donc, je me rappelle très bien encore où c'était. C'est souvent comme ça au début des projets. Ouais, exactement. Et c'était assez marrant. Et donc, en fait. Et là, on rentre pas en se disant que l'idée est pas bonne. On rentre en se disant, bon, en fait, une idée, c'est dur de l'expliquer quand elle est nouvelle. Donc, il faut passer du temps pour l'écrire, pour expliquer pourquoi. En fait, ça, c'est aussi un travail que j'aurais jamais imaginé prendre. C'est celui de verbaliser, de verbaliser et d'expliquer un concept nouveau. En fait, ça paraît bête comme ça. Qui pour toi est extrêmement simple. Exactement. Mais qui en fait, retranscrit à l'oral vers quelqu'un, mais pas aussi simple. Ouais, exactement. Surtout au départ. Exactement. Donc, voilà, c'est un souvenir marrant de. Voilà. Ok. La troisième question, qui est une question assez difficile. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Saint-Malo pour vous installer ? Difficile et assez simple à la fois, parce qu'en fait on était quand même tous les deux en mode création, donc avec des enfants, une famille, donc dans ces conditions-là, on se dit ok, l'idée c'est d'être le plus simple possible dans nos vies, donc c'est pas le moment de déménager, c'est pas le moment de changer quoi que ce soit, donc on reste là où on est. Parce que la priorité c'est d'être bien dans ce qu'on fait, on ne sait pas si ça va marcher, d'essayer de vivre aussi le plus simplement pour pas, parce qu'on est c'est quand même des périodes où on fait quand même attention à tout ça. Et donc on a choisi la continuité et de nos vies d'avant pour pas partir dans des dépenses et dans des schémas qui rajouteraient du stress à un projet entrepreneurial qui était déjà suffisamment stressant. Voilà, qui était déjà suffisamment, exactement. Donc il y a la continuité, mais après on adorait aussi le coin. Donc avec Armel, c'est vraiment on adore ce coin-là, et donc il y a aussi ça. C'est vrai que on aurait été dans un coin qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on aurait choisi la continuité ? C'est une vraie question. Je sais pas répondre à ça. Donc la continuité n'a peut-être pas... Vous étiez déjà au bon endroit. Voilà, on était déjà au bon endroit, il n'y avait pas de raison de changer, et encore plus en créant une boîte. Ouais.
Est-ce que tu peux me donner 2 adjectifs pour qualifier l'écosystème local ? Et me dire pourquoi ces 2 adjectifs. Alors, il y a un mot qui me vient à l'esprit. Alors, c'est pas tellement le premier adjectif, ça serait pragmatique. Et alors ça, c'est surtout un adjectif qui est lié à l'accompagnement qu'on a eu de la part de Michel Gade, voilà, au tout début de Familéo, qui nous a vachement accompagnés en fait dans toutes les premières étapes de la création de la boîte. Et au-delà voilà, on s'entend super bien avec Michel, au-delà de cette relation qui était sympa. En fait, Michel, il a cette grande qualité qui est celle du pragmatisme. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a vécu les choses. Donc voilà, je le revois encore en train de nous dire, ok les gars, vous sortez un produit, mais c'est pourquoi, c'est pour qui, c'est comment ça marche. C'est pas parce que c'est du digital que tout est magique. Donc voilà, c'est la rencontre. Donc il a une approche marketing très concrète. Travailler sous quelle entité ? Et donc lui, il est basé à Saint-Malo. Donc voilà, il est basé à Saint-Malo et donc il est rattaché au pool. À l'époque, c'était Rennes Atalante. Ouais. Donc voilà, tout ça se met en place, la fusion du pool. Mais voilà, on a eu un vrai accompagnement qui était super chouette et voilà, et que je qualifierais vraiment de pragmatique. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Et après, le deuxième adjectif, ça serait le côté dynamique, parce que voilà, nous on a pu suivre aussi tout ce qui s'est mis en place depuis. On s'est lancé en 2014-2015, tout ce qui s'est mis en place depuis cette période-là, qui est quand même assez chouette. Voilà, et puis tout l'écosystème qui s'est aussi construit, tous les nouveaux projets qui sont sortis, tous ceux qui sont en cours. Voilà, il y a quand même plein de choses qui se passent. Donc ouais. Voilà. C'est vrai que vous avez vu l'évolution de cette dynamique. Ouais. Voilà, de la French Tech même au global finalement. Complètement. Ouais, tout à fait. Super. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions. À chaque fois, il n'y a pas de piège. Cool. Moi, je pense pas. La première, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as créé Familéo ? En fait, on en a reçu parce que donc en fait, au tout début de Familéo, on a trouvé nos associés qui sont toujours présents au capital. Voilà, c'est aquarelle.com, donc notamment à travers 2 frères, Henri et François de Maublanc, qui nous ont quand même du coup vachement coachés aussi sur tout ça. Et un conseil qui m'a fait un bien fou de leur part, je me rappelle très bien, c'était quand on a lancé Familéo, donc c'était les premiers jours, premières semaines, où on surveillait nos téléchargements d'app. Et ça venait au compte-gouttes, quoi. et là, du coup, il nous appelle et elle leur dit, alors, toi, il nous demande, du coup, alors, vous en êtes où et tout ça. Et puis, on a dû dire, bah voilà, on a eu peut-être 30 téléchargements d'appli, quoi. Et puis, en mode un peu, c'est pas beaucoup, quoi. Et puis là, ils nous disent, non, mais les gars, vous imaginez qu'il y a 30 personnes qui ont pris sur leur temps pour télécharger un service qui est inconnu. C'est un super signe. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai. Il avait raison. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un conseil qui m'a marqué parce que les signaux faibles du début, dans le stress du début, voilà, et puis on a tous fait des BP avec des trucs qui montent au ciel et tout ça. En fait, c'est dur. Et 15 000 téléchargements le premier jour. Non, je sais pas si ça existe. Ça n'a pas été ça. Ça a vraiment été progressif. Et c'était un chouette conseil qui nous a vraiment fait du bien et je pense qu'il est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où effectivement il y a plusieurs personnes, ne serait-ce que quelques dizaines, qui prennent du temps pour considérer quelque chose, déjà c'est un premier vrai signal, quoi. Donc voilà, donc c'est un conseil qu'on a reçu. Est-ce qu'après il y en a plein d'autres que j'aurais aimé recevoir, mais en tout cas voilà, c'est un très bon conseil. Ouais. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Alors un livre, là j'ai lu il y a pas très longtemps Magellan de Zweig, là, voilà, que j'ai adoré. Voilà. On en a déjà parlé. Ouais. Une histoire de fou, c'est hyper bien écrit. Voilà, qui peut aussi se raccrocher à pas mal de choses dans le monde de l'entreprise. Je note la reco. Donc j'ai bien aimé. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Et alors non, j'en ai pas. Si, alors j'ai un film, voilà, mais c'est pas tellement lié à l'entreprise, mais on a regardé l'autre jour en famille Donne-moi des ailes, voilà, un superbe film d'un gars qui veut faire dévier
parcours migratoire d'oiseaux en provenance de Norvège, et donc le film est fantastique, il est vraiment beau. Super. Et avec des paysages incroyables. Voilà. Écoute, je me note un beau ça moment, aussi. Un beau moment en famille avec mes enfants. Ouais. Je me note ça aussi dans les prochaines semaines. Et la dernière question pour cet échange, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Je dirais que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Je dirais surtout ça, je pense. Après, voilà, évidemment, mais je dirais surtout ça. Ouais. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui se remet en cause, qui regarde ce qui se passe. Et je trouve que contrairement aux idées reçues, on peut se dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de dynamique, de machin, tout ça. C'est vrai, tout ça, mais je trouve que c'est d'abord quelqu'un qui sait observer les choses, en tout cas qui essaye de les observer le mieux possible. Et de se remettre en cause, de se poser des questions tout le temps, qui est intéressé par les comportements des gens, par les habitudes, par les envies, les besoins. Donc pour moi, c'est quand même vachement un boulot d'écoute. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord, tu vois. Être à l'écoute de son marché, des besoins justement, de ses clients, de son produit. Enfin voilà, c'est un bon moyen de conclure cet épisode. Je te remercie Tanguy pour cet échange. C'était très cool. Ouais, c'était super. Un grand merci au Pool aussi pour cette série d'épisodes. Puis on mettra tous les bons liens en description de Familéo. Okay. Et on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur et puis sur les réseaux sociaux de Serial. Super. Salut Tanguy. Merci, à bientôt François. Ciao. Au revoir.